Bien, bonsoir à tous. On va commencer par souhaiter une bonne année. On s'est déjà tous vus, je pense, ou tous, sauf peut-être Morgane. Au téléphone, ouais, voilà, ouais. Donc, et Vincent, oui, toi je t'ai eu par mail et tout ça, mais bon, c'est vrai que tu n'as pas encore vu tout le monde maintenant. Donc, on a une bonne année de travail qui s'annonce. Donc, j'espère que vous êtes tous motivés et plein d'énergie. Bon, il y a eu quelques annonces ce soir. J'ai pas encore eu tout à fait le temps de suivre ça, mais il semblerait que c'est ça, samedi, à partir de samedi 18h, couvre-feu, c'est ça pour tout le monde. Gaël, tu me disais que les salles des sports étaient fermées. Les salles en scolaire et en extrascolaire. Le sport en interne. En intérieur. Donc, du coup, on va maintenir que le foot. Enfant. Alors, la nouvelle du jour est, d'une certaine manière, c'est une information aussi, c'est qu'on avait aujourd'hui un réparateur pour le chauffage de la salle des sports. En fin d'après-midi, l'optimisme était de rigueur sur le rétablissement du chauffage. Le boîtier de régulation du chauffage avait été remplacé. Et, on me demandait même quelle température de consigne il fallait, et ainsi de suite. Et puis, donc Gaël était enthousiaste. Et puis, une heure plus tard, j'étais informé que le chauffage, malgré la réparation, ne fonctionnait pas. Donc visiblement, on est toujours sur un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, voilà, par un hasard de circonstances, il se trouve que ça va être compensé par le fait que la salle des sports se referme à cause des mesures sanitaires. Donc ça veut dire que ça nous laisse un petit peu de temps pour essayer effectivement de trouver la cause de cette satanée panne. Voilà. Et je pense que il va falloir qu'on se mette qu'on travaille un peu plus avec l'entreprise encore pour essayer de trouver les raisons qui justifient ce problème. Donc, voilà. Avant de commencer, on va désigner un secrétaire de séance, désigner ou élire. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Allez, Isabelle. Bon, à la communauté de communes, c'est toujours le plus jeune. Hein, Morgane? Non, mais ce serait bien. Enfin, à un moment donné, ça ne consiste en gros qu'à prendre en compte les votes. Hein. C'est une nécessité, c'est obligatoire d'avoir un secrétaire de séance. D'accord, merci Morgane. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des oppositions au fait de désigner Morgane secrétaire de séance? Morgane. Isabelle? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le monde est d'accord? Ok, c'est la procédure, on la respecte. Deuxième point de procédure, l'appel. Donc je vais procéder à l'appel, histoire d'oublier personne. Voilà, alors Bertrand Chevestrier est présent, Nathalie Baudouin. Oui. Paul Noël absent. Monique Guillard. Oui. Présente. Éric Flo. Présent. Cathy Stephen. Présent. Jérôme Linet. Présent. Isabelle Gauthier présente. Michael Mardelet a donné une procuration, il est absent pour des raisons professionnelles. Franck Lemuel. Présent. Dominique Garnier. Présent. Gaël Briens. Présent. Aurore Ouette. Oui. Marie Dimambro. Présent. Marion Grignon. Présent. Morgane Le Tondeur. Vincent Lotodé. Oui. Olivier Lenormand. Oui. J'ai oublié personne. Donc le quorum est atteint. On peut ouvrir le conseil. Et avant d'ouvrir en ouvrant ce conseil, en fait, j'ai reçu un message aujourd'hui de Madame Lamar, notre trésorière, qui souhaitait qu'on ajoute un point à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est un point technique, budgétaire, puisque ça concerne la trésorerie. Comme toujours, quand il s'agit d'ajouter un point à l'ordre du jour, il faut que je demande votre accord. Ça n'est possible normalement que sur des points mineurs. Normalement, on ne peut pas ajouter des points à l'ordre du jour, des points qui sont importants. Là, c'est un point mineur, mineur.
C'est vraiment un point technique puisqu'il s'agit d'une décision modificative de crédit. En fait, c'est une ligne budgétaire qui a été mal imputée lors de la mise en place du budget primitif par Madame Lamarre. Et donc, il faut rectifier et la mettre au bon chapitre. Donc, je mets ça au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ce point à l'ordre du jour? Ça l'arrangerait beaucoup, hein, parce que sinon, voilà, elle est en train de finaliser le compte de gestion et tout ça de l'année précédente. Donc, c'est clair que ça poserait des petits soucis. Et on serait obligé de faire un conseil municipal dans 3 jours juste pour ce point-là, donc dans quelques jours. Donc ok, donc le point est rajouté. Alors, premier point du conseil, une information concernant des démissions de conseillers municipaux. Alors, depuis l'entrée en cours du conseil, on a une suite consécutive de démissions. Les dernières en lice, suite à la démission, de Christine Chevalier, je crois. En fait, Jean-Yves Chal a été contacté et Jean-Yves Chal m'a fait part de sa volonté de démissionner et donc de ne pas rentrer au conseil municipal. Donc ça, c'est une première chose. Donc dans la foulée, j'ai contacté Valérie Letellier qui m'a elle-même aussi exprimé sa volonté de ne pas rejoindre le conseil municipal et qui a donc démissionné. Pour ces 2 personnes-là, c'est d'ores et déjà officiel, hein, puisque les lettres de démission ont été reçues en mairie, et donc dès lors qu'elles sont reçues, ça devient officiel au niveau du maire. J'ai contacté donc Philippe Baudequin, qui est le suivant sur la liste, qui a pris un week-end de réflexion et m'a confirmé en début de semaine qu'il ne souhaitait pas rejoindre le conseil et qu'il démissionne également. Cette démission n'est pas encore officielle, je n'ai pas encore reçu le courrier. D'accord ? Donc, voilà. On est sur une situation un petit peu bancale. Malgré tout, j'ai quand même contacté la suivante sur la liste, Madame Faou. Je l'ai rencontrée hier, qui m'a dit qu'elle ne souhaitait pas rejoindre le conseil, qu'elle estimait qu'à son âge, voilà. En d'autres temps, quelques années plus tôt, elle l'aurait peut-être fait, mais que là, voilà, à 80, je crois, on ne va pas le dire, voilà, qu'elle estimait. Voilà. Donc elle démissionne également. Donc ça veut dire que je dois désormais. Alors la réponse n'est pas officielle, hein, tant que je n'ai pas reçu de courrier. Donc je pense que je vais attendre quand même que les choses soient officielles avant d'aller voir la dernière personne de la liste, qui est Pierre Bagné, pour voir s'il est intéressé pour rejoindre le conseil. Voilà. Donc si on va sur cette trajectoire, les conséquences, elles sont simples. Hein. C'est que, pour que ce soit clair pour tout le monde, y compris pour les gens qui vont pouvoir voir cette vidéo, la conséquence immédiate, c'est que si Pierre Bagné refuse d'intégrer le conseil municipal sera constitué de 18 conseillers. Ça veut dire que le conseil municipal sera réputé incomplet, d'accord, puisque on ne pourra pas aller chercher les suivants sur notre liste pour remplacer des gens de l'autre liste qui ne souhaitent pas rejoindre le conseil. Donc, les conséquences d'un conseil municipal incomplet, bon, dans le fonctionnement, c'est pas pénalisant. Bon, c'est une personne de moins pour travailler, mais bon, ça, voilà, c'est pas non plus l'exclusivité de ce conseil. Hein, ça arrive à tous les conseils. La conséquence immédiate, c'est qu'en cas de démission du maire, il faut refaire des élections. Bon, c'est pas dans mon intention immédiate. Hein, voilà. Mais voilà, c'est la conséquence. Il faut que vous le sachiez. Hein, on ne prend pas d'une liste sur une autre liste. Voilà. Il devait y avoir 3 conseillers de la liste RC Demain. Une fois qu'on a épuisé les gens de cette liste, on ne va pas chercher les gens sur l'autre liste. Donc, si Pierre Bagné refuse, ben on aura. J'espère qu'on gardera avec nous Morgane et Vincent, au moins pour le poste de secrétaire la prochaine fois. Et puis voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai une autre démission à annoncer. Alors cette démission-là n'est pas encore officielle. Je dois annoncer à tout le monde, donc alors, on ne va pas se le cacher, les gens sont déjà pour la plupart au courant. C'est tout récent, mais c'est la démission de M. Paul Noël. Voilà, M. Paul Noël m'a envoyé un message et je l'ai rencontré aujourd'hui.
m'annonçant sa démission de son poste d'adjoint et de conseiller municipal. Donc voilà, les raisons, si vous souvenez, elles sont, on va les résumer, j'en ai discuté avec lui. Il y a 2 points particuliers. Il a premièrement le sentiment qu'on va passer notre mandat à surtout régler des problèmes et en gros à essayer de tout remettre en place et pas à essayer de construire des choses porteuses pour la commune et qui laissent une certaine empreinte. Donc ça, il ne se sent pas en phase avec ça et il souhaiterait qu'on puisse... il aurait voulu qu'on puisse commencer tout de suite à construire des choses vraiment porteuses pour l'avenir d'Hercé, alors que pour le moment, on est encore en train d'essayer de reposer un petit peu toutes les choses à plat et de rétablir une santé financière. Et il ne se sent pas en phase avec ça. Et ça le gêne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est plus, on va dire, une forme d'opposition, une forme de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, c'est que vis-à-vis des entreprises, et en particulier par exemple de la société qui assure la maintenance des panneaux radiants, il est généralement partisan d'une approche assez frontale et on est en droit d'exiger et on est en droit d'imposer des choses et après tout c'est nous qui demandons et donc il faut imposer un certain nombre de choses aux entreprises et on a eu un échange au sujet des panneaux radiants et sur la question de la Nozane et de certaines difficultés avec les entreprises. Son approche frontale s'oppose à une autre approche qui est en particulier la mienne, qui est celle qui consiste à discuter d'abord avec les gens, à essayer d'abord d'établir des contacts, à essayer de faire les choses plus en souplesse, d'autant plus que au cours des premiers mois, on a été confronté à des entreprises qui ont travaillé pour la commune au cours du mandat précédent, qui avaient été sans contact particulier, qui ont accepté, à un moment qui était très difficile pour nous, de reporter des factures de plus de 6 mois, des factures très conséquentes pour nous laisser le temps de respirer. Et moi, je n'étais pas d'accord avec le fait d'aller de manière frontale avec ces entreprises qui nous laissaient une marge de manœuvre. Donc ça, je pense qu'il a du mal un petit peu de mal avec cette vision et les deux conjugués, il ne s'estime pas en phase avec ça. Voilà l'explication que j'ai eue cet après-midi. Alors il y a peut-être d'autres petits points, il a beaucoup donné pendant les 6 mois, il a quand même donné beaucoup de temps et certainement un peu trop, malgré mes recommandations de se poser de temps en temps, ça peut expliquer certaines choses aussi. Les conséquences sur le fonctionnement sont importantes, forcément. Les implications sont importantes déjà sur les postes d'adjoints, puisqu'il va falloir remplacer cet adjoint. Au conseil, normalement, on devait, on va le voir plus tard, vous l'avez vu dans la note de synthèse, discuter de la nomination, de l'élection potentielle de Marie au poste d'adjoint. Mais là, en l'état, c'est un peu compliqué, puisqu'on se retrouverait avec 3 adjoints féminins, un seul adjoint masculin. Monsieur Noël n'est pas encore... Ah si, une information. Monsieur Noël n'est pas encore officiellement démissionnaire, parce que sa démission doit être adressée à la préfecture, et c'est le préfet qui doit l'accorder. Et le préfet a 2 mois pour rendre réponse. Et si le préfet ne répond pas, ça veut dire que sa démission est refusée. Et donc, dans ces cas-là, il peut à nouveau la présenter. Donc la situation n'est pas encore complètement éclaircie. Donc je lui ai quand même expliqué que ça me posait quand même de grosses difficultés, mais il a fait un choix. Ça va nous imposer de prendre quelques jours de réflexion sur la manière de réorganiser les choses et de voir comment prendre en charge. Pour finir sur ce sujet, je dois quand même dire une chose, c'est que quand il a appris que le problème de la salle des sports n'était pas résolu, il a quand même proposé de prendre en charge, d'assurer la suite de ça, le temps de faire le nécessaire. Donc et il a aussi accepté, en gros, ça se passe bien, d'accord ? Il n'y a pas de fâcherie, puisqu'il a dit s'il y a besoin d'aide, de conseils, en particulier pour là où les personnes qui pourront être amenées à prendre la chose, il donnera les conseils, il donnera les informations, et voilà. C'est juste qu'il ne se sent pas bien dans une situation où il a l'impression qu'il ne va pas pouvoir porter tout ce qu'il voudrait porter.
Donc voilà. Donc il a quand même malgré tout fait un excellent boulot jusqu'à présent. Voilà. Et pour ça, je vais le remercier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Je vous remercie. On va pouvoir passer au premier point concret de l'ordre du jour qui concerne les affaires financières. Et c'est M. Flo qui va le présenter, ouais. En tant qu'adjoint en finance. Ouais. Je veux bien la machine là. Merci bien. Les deux. Hein? Oui, on n'a pas. Dis-moi. Ah oui, vers le bas. Ok. Des petits points techniques de début d'année. Donc, comme vous savez, on a la possibilité en début d'année de travailler sur des restes à réaliser sur certains budgets, à partir du moment où les budgets ne sont pas totalement consommés d'une année sur l'autre. Donc ça nous donne une certaine marge de manœuvre pour démarrer. Ceci dit, dans certains cas de figure où on va travailler sur d'autres chapitres, il est nécessaire de faire une délibération pour pouvoir engager des dépenses avant le vote du budget primitif. Donc le vote du budget ayant lieu en mars, d'ici là, on a la possibilité d'engager jusqu'à un quart du budget annuel de l'année précédente pour pouvoir réaliser les premiers travaux. Donc en l'occurrence, là, on a une étude pour l'école à lancer au plus vite. C'est pour ça qu'il vous est proposé de voter. Pardon ? Alors, on lance l'étude, d'accord, mais je pense que tu te méprends. Oui. La somme, là, c'est une facture. Pour lancer l'étude, on a recontacté le cabinet d'architectes qui était en contact avec nous, avec la commune à l'époque, et qui n'avait plus de nouvelles, et depuis plusieurs mois. Et forcément, quand on a repris contact avec eux, donc on lance l'étude, donc on a signé des devis pour ça, mais ils ont aussi ressorti une facture qui courait depuis un certain temps. Ouais. D'accord. Et c'est cette facture qu'on... Parce que, alors Aurore pourrait expliquer plus clairement. Ça s'entend par rapport à la phase d'étude. En fait, là, c'était au moment de... Cette facture-là correspond à la phase APD, qui est l'avant-projet définitif, détaillé de l'architecte, puisque le faucheur est la partie architecte de ce groupement d'entreprises. Et normalement, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la commune, le mandataire, le maître d'ouvrage, doit faire un avenant de validation de cette phase-là. Et suite à ça, il y a la facture qui en découle. Or, l'avenant n'est jamais arrivé. Donc il attendait un petit peu. Soit, normalement, en tant que maître d'ouvrage, soit on valide par un avenant et il y a la facture qui en découle, soit on le réfute, ça ne nous convient pas, et il retravaille dessus. Mais il n'y a jamais d'arbitrage sur cette phase-là. Voilà. Elle nous est parvenue, cette phase-là. On l'a, mais il n'y a jamais eu d'acte du maître d'ouvrage. Donc de la commune. C'est légitime, quelque part, qu'il n'y ait pas de facture. Et comme nous, là, on reprend contact et qu'on essaye de tout remettre en place, on régularise. De toute façon, c'est un travail qui est fait. Donc, on se doit de la régulariser. Indépendamment de la suite à donner, je dirais. Ok. Donc voilà, ce qui est proposé, effectivement, c'est de voter... procéder à l'ouverture des crédits d'investissement à l'article 2031-138 pour un montant de 3110,52 €. Préciser que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2021 lors de son adoption et autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater ces dépenses d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, on a une admission en non-valeur, c'est-à-dire qu'on, d'une certaine manière, est contraint d'accepter des impayés concernant des frais de garde et de cantine. Concernant une famille, pour des factures d'il y a à peu près 2 ans, et pour laquelle les montants ne vont pas être couvrables,
sachant que ce sont 2 personnes qui ont quitté RC et qui ont été retrouvées récemment, mais pour lesquelles en fait il y a eu un dossier de surendettement qui a été mis en place et donc qui fait que de toute façon ces sommes-là ne peuvent plus être recouvrées maintenant, même si ces personnes sont solvables. Ouais, j'étais content de les avoir retrouvés et j'avais l'espoir de pouvoir recouvrer les factures parce que celle-ci c'est une première facture qui est présentée au budget communal, mais il y a une deuxième facture qui elle va être présentée au CCRS. Donc la globalité monte à plus de 500 euros et donc c'est vrai que j'étais pas fermement résolu à laisser ça tomber. Donc quand j'ai retrouvé, j'ai appelé la trésorerie, mais qui m'a tout de suite dit que c'était sans espoir, puisque voilà, faisant partie d'un dossier de surendettement, les factures sont annulées. Hein ? Cantine et garderie. Et, ouais. Donc la proposition qui vous est faite, c'est donner l'accord pour l'admission non-valeur du montant donc, de 362,74 € sur le budget de fonctionnement de la commune. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Oui. Ah, si vous êtes contre, ok. Je ne sais pas ce qui se passerait si tout le monde était contre. Là, honnêtement, ça vaudrait le coup qu'un jour Voilà. Non, je sais. Non, c'est assez rare. C'est un dossier de surendettement. Il n'y a plus de recours là. Oui. Mais on n'est pas en... Non, mais d'une manière générale, quand il y a des soucis, on est avisé assez rapidement. Quand c'est du direct, ça arrive qu'il y ait des familles. Et en ce moment, il y a des cas potentiels qu'on essaye d'arranger, qu'on essaye de discuter et qu'on essaye au sein du CCAS, au sein de la commune, on essaye de trouver des arrangements. Il y a des situations... Je pense que ça a duré plusieurs moments avant qu'on aille les aider. Peut-être que si on était plus tôt, on pourrait peut-être venir plus tôt les aider. Alors l'aide, sur le CCAS, l'aide a été fournie sous la forme d'un prêt d'honneur. Donc seulement ce prêt, normalement, il est censé être remboursé et il l'a été que partiellement. Voilà. Donc après, les situations, on n'a pas... Enfin, là, ça remonte au passé. Donc moi, je n'ai pas les situations en détail. On est d'accord. C'est une situation antérieure aussi. Voilà. Avant que le tarif à 500 €, les gens pensent à venir nous voir. Ouais, mais c'est pas toujours si facile que ça, je pense. C'est pas toujours si facile que ça d'aller demander de l'aide. Mais s'ils étaient déjà suivis par le CCRS... On n'a pas tout le fil, donc on peut pas. En tout cas, nous on sera vigilants s'il doit y avoir des situations comme ça. Monique, je suis déjà dans des situations comme ça. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a du coup donc des oppositions à ça, des abstentions? Donc c'est approuvé. Dernier point sur les finances. Encore plus technique. Voilà. C'est le point du jour. Donc Bertrand vous en parlait à l'instant, le point qui a été rajouté aujourd'hui. Donc la décision modificative des crédits sur le budget ZAC, donc pour réajuster en fait l'imputation sur le compte sur lequel il aurait dû être au départ. Sur la section d'investissement en dépenses, la réattribution des frais financiers pour 1 361 488,02 € sur le compte des terrains. Donc la proposition qui vous est faite est d'approuver la décision modificative telle qu'elle est rédigée ci-dessus. Alors, est-ce que vous avez tout compris? C'est le point le plus complexe, c'est ce qu'on appelle des opérations d'ordre sur des opérations de stock. En fait, cette opération de stock, c'est quelque chose qui est régularisé tous les ans.
c'est sur les terrains de la Lausanne. Les terrains de la Lausanne, ils ont une certaine valeur initiale. À cette valeur initiale, se sont ajoutés des frais, des travaux qui ont été faits dessus, ce qui a augmenté leur valeur. Et donc tous les ans, c'est actualisé. Et donc normalement, cette somme-là, qui représente globalement ce que peut représenter la valeur des terrains, aurait dû être imputée sur chapitre terrain. Et lorsque les éléments ont été saisis dans le budget primitif, ils ont été saisis sur la ligne frais financiers. Et c'est vrai que je préfère autant les avoir en terrain qu'en frais financiers. Parce qu'1 300 000 € de frais financiers, là, ça commence à... On comprendrait qu'on a quelques petits soucis. Okay, donc c'est juste une régularisation. Donc du coup, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? La motion est approuvée. Et je récupère ma machine. Oui, récupère ta machine. Alors, le point suivant, c'est pas forcément des délibérations, hein, c'est aussi de l'information parce que c'est important. On n'a pas forcément toujours le temps de tous se voir et il y a des choses qui évoluent assez régulièrement. Donc, je voulais quand même tenir informé le conseil municipal. Bon, premièrement, on a un départ d'un agent du centre de loisirs, Rudy Texier, qui a demandé sa mutation à Bellangreville en Normandie. Il n'y avait pas de raison particulière pour s'y opposer, naturellement. C'est quand même aussi un droit. On a juste accédé à sa demande de le faire au plus tôt. On a normalement, quand un agent souhaite partir, on a un délai globalement de 3 mois. Généralement, les discussions entre les communes tendent à essayer de raccourcir ce délai, forcément. Donc, on l'a raccourci globalement à un petit peu plus d'1 mois. Sachant qu'en plus, il est recommandé de faire partir les gens plutôt le premier du mois pour des questions de gestion de carrière, des choses comme ça. Donc il part. Et c'est l'occasion pour nous parce que à la fois les agents en mairie et puis les agents au centre de loisirs, tout ça, ont tenu à souligner que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, qui avait été toujours présent quand il le fallait. Donc voilà, c'est l'occasion de remercier le travail qu'il a fourni au sein de la commune et de lui souhaiter bon vent dans sa commune d'accueil. Voilà. Le poste enfance-jeunesse est un poste au niveau RH très, très gourmand. Hein. Marie pourrait en témoigner. Le départ de Rudy nécessite forcément de trouver une solution. La solution intermédiaire va reposer sur quelqu'un qui est déjà en place de manière contractuelle. Et pour le placer au poste de Rudy, il faut créer un poste non permanent pour accroissement temporaire d'activité. C'est la seule ressource disponible à notre disposition pour permettre l'embauche de contractuels pour des durées limitées. Voilà, c'est la procédure. Et donc, on a un personnel qui fait pleinement satisfaction, qui donne beaucoup d'équilibre à l'équipe au centre de loisirs, qui apporte pas mal. Et donc normalement son contrat se terminait là parce qu'il était en remplacement d'une personne en congé maladie, en congé maternité. Il va falloir que j'arrête avec ça. En congé maternité. Et donc du coup, voilà, on fait le nécessaire pour le garder parce que franchement c'est un élément intéressant. Et donc, on lui a proposé de rester sur la commune au minimum jusqu'aux vacances. Hein. Et puis après, on verra. Jusqu'aux vacances d'été. Oui, vacances d'été. Et on verra ce qu'on peut faire ensuite. Donc voilà. Là, du coup, c'est une délibération. Hein. Il vous est proposé de créer un poste non permanent d'adjoint territorial d'animation pour le centre de loisirs, de manière à ce qu'on puisse embaucher au 1er février cette personne-là jusqu'aux vacances d'été sur le poste qu'occupait Rudy. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que si vous le proposez, c'est financièrement... De toute manière, là, c'est presque à niveau équivalent, puisque Rudy, partant, il remplace la personne. Mais comme il ne peut pas le remplacer sur le poste, on est obligé de créer un poste temporaire pour ça. Et si plus tard on doit se poser d'autres questions, il y aura forcément eu une réflexion financière. Voilà. Maintenant, effectivement, moi, mon sentiment, c'est que de temps en temps, les finances c'est important,
mais l'équilibre d'un service, le fonctionnement d'un service, et il faut savoir parfois garder les gens de valeur. Donc on va vraiment se poser des questions. On va vraiment voir si, je pense, hein, Marie, c'est vrai que il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Non. Il est à proximité quand même? Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment, mais il était très motivé pour rester là. Il se plaît au niveau de l'équipe, il se plaît au niveau de ses missions. Donc pour l'instant, voilà, on lui a fait cette proposition-là, il est partant. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en formation, BPGEPS. BPGEPS. Donc ça veut dire qu'il se forme à des diplômes d'encadrement en centre de loisirs. Donc ça présente quand même des intérêts, et puis au niveau relationnel, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et puis ça vient aussi compléter, renforcer la parité homme-femme. Et étant donné que c'est un homme et qu'il y en avait très peu, il y avait Rudy, c'est tout. Voilà, il n'y avait que Rudy. Qui part. Mais ça faisait 2 hommes dans l'équipe, et c'est vrai que l'arrivée de cet agent-là a été fortement appréciée aussi, de par ses compétences, et du fait aussi que ça mixe l'équipe, que ce soit appréciable de travailler avec une équipe un petit peu plus mixte, même si elle reste encore en minorité, mais bon, là pour le coup il sera en minorité. Mais voilà. D'autres questions? Donc ce qu'il vous est proposé, c'est de créer ce poste de permanent d'adjoint territorial d'animation pour le centre de loisirs. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? La motion est approuvée. Alors, à nouveau une information, j'aurais peut-être pu mieux classer, le recrutement d'un ou d'une médiathécaire. Alors, pour résumer, en particulier pour Vincent, voire même Morgane, qui n'était pas peut-être... Morgane, tu as été présente assez tôt, mais depuis la période avant les élections, nous n'avons plus de médiathécaire en titre au sein de la médiathèque. Lorsque nous sommes rentrés en fonction, s'est posé la question du recrutement d'une médiathécaire. Alors qu'on était en sortie de confinement, qu'on se doutait bien que c'était peut-être pas les meilleures conditions avec une médiathèque fermée de recruter une médiathécaire. Ça, c'était un premier élément de décision. Deuxième élément de décision, c'est que au moment où nous avons pris nos fonctions, la situation financière de la commune était telle qu'en fait, il fallait chercher toutes les économies possibles, et donc ne pas recruter était une source d'économie. Assez rapidement, il est apparu qu'il y avait un besoin, quand la médiathèque a commencé à rouvrir, soit en drive, soit de manière un petit peu... je ne sais pas comment on pourrait dire ça, pas normal, mais en rouvrant vraiment l'accès aux livres. Oui, et puis d'abord en France, voilà. Mais assez rapidement, il est apparu que pour les bénévoles et les bénévoles relais, il était important d'avoir quand même un point de contact pour leur travail. Et donc, Monique a eu une idée. Tu peux la résumer? Oui, alors en fait, l'idée c'était dans la mesure où on travaille tous maintenant sur le réseau au niveau d'Interco, qu'il y avait peut-être des médias sur des communes proches qui étaient dans la contrainte et qui auraient pu souhaiter compléter leur temps de travail avec quelques heures. Ça nous permettait, on avait très nettement du coup l'avantage d'avoir une personne qui connaissait absolument le fonctionnement du réseau, qui participait déjà au titre de sa fonction locale aux différentes réunions. Donc c'était vraiment intéressant. Et donc via Céline Joubert, qui est la coordinatrice du réseau, elle a interrogé une personne d'abord qui a été OK. Donc c'est vraiment ce travail sur le données. Donc qui est aujourd'hui 7 heures par semaine sur l'accès et qui va rester jusqu'à ce qu'on recrute en fait sur ces 7 heures. Quelqu'un qui a une bonne expérience, qui est bien passé avec les bénévoles, en fait on s'appuie vraiment quand même sur un réseau de bénévoles qui fait un travail très important. Mais cette situation n'est pas durable. Donc du coup... Parce que 7 heures
Donc du coup, voilà, ça fait quand même un petit bout de temps que Monique me poursuit de ses assiduités pour voir quand est-ce qu'on peut recruter une nouvelle médiathécaire. Et voilà, à un moment donné, il faut aussi prendre la décision. C'est aussi un engagement vis-à-vis des bénévoles qu'on a pris il y a 1 an, qu'on ne laisserait pas non plus cette situation durer éternellement, parce que le risque potentiel, c'est de perdre nos bénévoles. D'accord ? Et sans bénévoles, la médiathèque ne tourne pas. Donc, La médiathèque, c'est un service public qui a été vraiment construit. C'est un beau bâtiment. Et ce beau bâtiment, on ne peut pas le laisser vivre. donc du coup, on a décidé de lancer le recrutement. Alors, on n'est pas là pour acter le recrutement. Je vous informe juste qu'on a lancé, l'annonce est parue ce matin. On s'est posé la question de la durée du poste, ce qu'on appelle la quotité horaire. Il faut savoir que la précédente médiathécaire était à 32-35e et qu'on se demandait et que la médiathécaire d'avant était à 28-35e. Donc, on a échangé, on a discuté, et finalement, ce sera proposé à une délibération, forcément, en temps et en heure, mais pour le moment, on est parti sur un recrutement à 28-35e. Pour une raison simple, pour au moins une raison simple, c'est que face à la crise sanitaire actuelle qui ne nous permet pas de savoir si la médiathèque peut refonctionner et quand, de manière tout à fait normale, franchement, autant garder d'abord une approche prudente et se mettre à 28-35e. Il faut savoir qu'en dessous de 28-35e, en plus, le régime de retraite serait différent. Donc le statut de la personne change. Donc du coup, il vaut mieux ne jamais descendre en dessous de ces 28 heures. Donc ça, c'est important. On pourrait descendre en dessous, mais ça a une implication quand même sur certains calculs. La deuxième raison, c'est que la médiathécaire précédente s'occupait du RC Info, qui nécessitait un certain nombre d'heures de travail. Et c'est une tâche qui, à l'heure actuelle, est remplie par Cathy. À peu près toujours pas mal de temps de travail aussi. Et donc, forcément, il y a une mission en moins. Donc, pour le moment, on met en conjonction les deux arguments pour dire on recrute à 28-35e. Sachant que, je pense qu'on sera aussi clair dans l'entretien, c'est qu'il y a des perspectives pour repasser à 32 heures, parce que pour une médiathèque du type de la nôtre, dans une commune de la taille de la nôtre, la norme, c'est 32 heures. D'accord ? Et naturellement, ce sera aussi lié aux conditions financières. Pourquoi on ne délibère pas ce soir ? Parce que, on ne sait jamais, dans une discussion, il y a une personne qui pourrait avoir envie. Voilà, si on trouve une personne valable qui demande 30 heures ou qui demande, si on prenait une décision ce soir, avant de rencontrer des gens, ce serait peut-être pour changer d'avis ensuite. Donc, ce serait un petit peu embêtant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous en avez déjà été informé, Madame Audry a fait valoir ses droits à la retraite, donc elle partira au 1er mai. Donc il était grand temps de commencer à recruter, parce que à l'occasion du recrutement de Rudy, quand on réfléchit, quand on fait un rétro-planning un tout petit peu, 1er mai, si on part du principe que la commune de départ a gardé 3 mois, ça veut dire qu'il faut avoir recruté en mars, sachant qu'il y a la période des entretiens et tout ça, que l'annonce doit être publiée 1 mois, en gros, il fallait vraiment lancer l'annonce en début d'année. Donc, ça a été la première mission de l'année. On a fait le choix de recruter non pas au grade d'attaché, qui correspond à celui d'Annick, mais au grade de rédacteur, donc qui est un grade non pas de catégorie A, mais de catégorie B. Alors, il y a rédacteur principal de première classe, de deuxième classe et de première classe. On a choisi normalement, on a mis en priorité le grade intermédiaire pour avoir un certain nombre de perspectives, des gens qui ne sont pas trop proches du grade d'attaché et qui pourraient avoir envie de passer au grade supérieur, qu'on ait une certaine pérennité sur le grade. Donc on a, à l'heure actuelle, on a reçu trois candidatures aujourd'hui. On en a reçu une en début de semaine. Donc avec certains... on avait déjà une candidature qui, a priori, paraissait intéressante. Et aujourd'hui, il y en a une ou deux aussi qui... des gens qui ont des profils complets, variés. Ça, on peut espérer que ça va continuer à avancer bien. Donc ça,
Je pense que ça peut être, sauf si vous avez des questions sur le sujet. La date jusqu'à laquelle postuler Hmm La date de postuler Jusqu'à fin janvier. Fin janvier, début février, j'ai plus la date précise, mais en gros, D'accord, ouais. compte tenu des délais, c'est un mois et on est. Ça laisse encore. Elle va faire ça le 4, le jour de. Hmm Oui, donc, C'est parti Ouais. le 4. Ouais, voilà, c'est parti le 4, donc en gros un mois, début février, et puis courant février, donc enfin dès début février, on en avait déjà parlé, hein, si on commencera à faire des entretiens, donc il y avait 2-3 personnes intéressées pour ces entretiens, pour en discuter. Bon, il ne faut pas qu'on soit 50 devant quelqu'un, hein, donc ça peut être un petit peu flippant, donc bon, on en reparlera. Donc voilà. Normalement, on avait un point sur la présentation du rapport d'activité 2019 du SDE. Pour rappel, notre représentant au SDE, donc au service départemental de l'énergie, c'est Michael Mardelet. Il a eu un empêchement professionnel ce soir, donc du coup, soit c'est quelqu'un, moi ou Nathalie, qui aurait pu le présenter éventuellement. Il n'y a pas d'urgence, donc puisque c'est la fonction de Michael, autant valoriser aussi son investissement dans le domaine et donc lui laisser la possibilité de présenter ce rapport qu'il fera lors du prochain conseil. Le point suivant, c'est l'approbation des RPQS assainissement et eau potable, présenté par Isabelle Gauthier, qui est en charge de l'assainissement à la communauté de communes. Tu veux que je te passe Alors, c'est les rapports prix qualité de service, RPQS. On va devancer une question, mais si vous avez parcouru les éléments qui vous ont été fournis, vous le savez déjà, mais autant le rappeler. Cette présentation est obligatoire et son approbation est obligatoire. Son approbation. Si son approbation au conseil municipal est obligatoire et ça fait l'objet d'une parution sur un site internet qui est à disposition donc, du public. Voilà. Donc là, je vous présente le RPQS, donc le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif. Je me suis plantée de présentation. Voilà. Donc c'est pour l'exercice 2019. Donc, voilà, donc l'organisation administrative du service. Donc depuis le 1er janvier 2019, donc le service d'assainissement collectif, j'insiste bien, est géré en délégation de service public par la SOR pour une durée de 11 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2029. Donc le service comprend la collecte, le transport, le traitement des eaux usées à la station d'épuration. Donc nous, on dépend de celle de l'IFRE. Donc du coup, nos eaux sont envoyées sur la station de l'IFRE via un poste de refoulement. Donc le transport, le traitement des eaux usées à la station d'épuration avant leur rejet au milieu naturel. Donc la SOR réalise les contrôles de raccordement des bâtiments au réseau public, les avis techniques sur les demandes d'urbanisme, les opérations d'inspection télévisée du réseau, le curage préventif annuel du réseau, ainsi que le nettoyage et le curage des postes, et les réparations en cas de casse et l'intégration et la mise à jour des réseaux dans les bases de données cartographiques. Donc là, vous avez une carte qui représente l'ensemble du réseau d'assainissement sur la commune d'Hercé. Réseau d'assainissement collectif. Donc actuellement, ça représente 26 119 mètres cubes assujettis à l'assainissement, 354 branchements, 6 km 5 de réseau à peu près, et 775 mètres linéaires donc hydrocurés avec le camion, et on a un poste de refoulement donc sur la commune qui est situé donc juste à côté du pont de Lillet. Donc les consommations, donc sur la commune d'Hercé, on a donc 340 branchements qui consomment moins de 200 mètres cubes et 2 branchements qui consomment plus de 200 mètres cubes et moins de 6000 mètres cubes par an.
Donc les deux branchements correspondent de mémoire, il me semble, à l'école et cantine peut-être bien. Ouais. J'ai pas noté. Bon, ça doit être école et cantine, je pense. Ouais. Donc, ce qui représente quand même 96%, donc moins de 200 mètres cubes, donc c'est tout à fait normal. Donc, les volumes consommés par tranche, donc on a sur RC, donc, pour un total de la collectivité 24 157 particuliers et autres, et en consommation moyenne par type de branchement, on est à 71 mètres cubes. Donc le traitement, au cours de l'année 2019, on a effectué donc 2 bilans 24 heures. Ce sont des bilans qui sont obligatoires. C'est tout simplement pour contrôler la conformité des rejets et du bon fonctionnement du poste de relèvement. Donc on a eu un bilan donc, du 23 au 24 mai qui représente 13% du volume reçu à la station d'épuration de Liffré. Et un autre bilan qui a été effectué du 22 au 23 octobre qui représente 12% du volume reçu à la station de Liffré aussi. Donc ce qui n'est pas anodin, quoi. Les interventions d'exploitation, donc on a eu 775 mètres linéaires de curée, donc rue de Fougères, rue de la Croix de l'Écu et avenue de Lillet. Donc vous avez les réseaux, le linéaire de curée à chaque fois. On a également donc réalisé des passages caméras pendant l'année, donc sur l'avenue de Lillet principalement et sur 418 mètres linéaires. Et sur le poste de relevage, il y a eu 3 interventions dans l'année. Donc l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau, donc ça c'est un indice que toutes les communes ont. C'est ce qui permet d'avoir donc la bonne connaissance du réseau. Donc vous avez plusieurs critères qui vous sont présentés dans le tableau. Et donc la SOR a attribué donc la note de 71 points sur 120 à la commune d'Hercé. Donc ce qui est plutôt bien comparé aux autres communes de Liffré-Cormier. On a plutôt une bonne connaissance sur Hercé. Sur d'autres communes, on est à moins de 50 facilement, quoi. Faut dire aussi qu'on a très peu de réseau. Mais bon, voilà. Donc les tarifs 2019, donc vous avez la comparaison avec le 1er janvier 2018 également. Donc la part fixe d'abonnement était de 45 € et la part proportionnelle donc par mètre cube de 1,04 € contre 1,98 € en 2018. Et vous avez donc une part délégataire, donc je vous le rappelle, c'est la SOR, part fixe 15 € et la part proportionnelle 0,6 par mètre cube. Voilà. Donc en ce moment, sur Liffré-Cormier, on travaille à une harmonisation des tarifs de l'assainissement et de l'eau, parce qu'on a des tarifs qui sont très, très hétérogènes d'une commune à l'autre, donc on essaye d'harmoniser. Donc c'est un travail qui est en cours que je vous présenterai plus tard. Quand on aura le service. Oui, quand on aura le résultat. Donc le montant de la facture type. Donc vous avez également l'évolution qui vous est présentée par rapport à 2018. Donc l'abonnement de la part communale donc, a baissé de 37%. Idem donc, pour la consommation en part communale. Donc on était en 2018 à 365 €. Donc je rappelle qu'une facture type c'est 120 mètres cubes d'eau usée. Donc du coup 365 € en 2018 et en 2019 302 €. Donc, ce qui nous fait un prix du mètre cube pour 120 mètres cubes de 2,52 €. Donc, si vous voulez un comparatif, par exemple, sur Gonnet, on va être à 3,20 € du mètre cube. Sur Liffré, on est à 2,01 €. Donc, sur la Boîtière, on est à 2,33 €. Donc là, pour le moment, on est vraiment dans la moyenne. Donc, ça devrait s'harmoniser avec les autres. Donc, les tarifs 2020, donc voilà. 304 sur une facture.
Et donc les travaux préconisés par la SOR donc sur le poste de relèvement, c'est la mise en place d'un canal Venturi et d'une sonde à ultrasons, donc c'est ce qui permet de mesurer le débit du poste de refoulement, et le remplacement de la télégestion qui arrive un petit peu hors norme, quoi. Tu parles de l'incident qu'il y a eu là? Oui, alors en début d'année, donc Bertrand m'a fait part d'un incident sur le poste de relèvement. Des personnes sont passées devant et ont vu que ça bouillonnait. Donc du coup, on a informé donc, le service du pôle technique environnement de Liffré-Cormier qui gère l'assainissement. Donc la SOR est passée voir sur place. A priori, donc il n'y a pas de défaut sur le poste de refoulement en tant que tel. Ce serait plutôt un tassement de terrain qui serait intervenu et du coup la canalisation qui aurait bougé. Donc là, on va faire des investigations, sauf que les investigations, le poste, c'est moins 3 mètres de profondeur, donc c'est assez énorme. Donc voilà, ça va être en cours. Comment on peut avoir une canalisation à moins de 3 mètres de profondeur dans le bas de l'ERC? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, et c'est gravitaire en fait. Dans le bas de l'ERC, alors qu'on est dans le trou de l'ERC. Alors, Une canalisation à moins de 3 mètres, alors que... Dans le bas d'RC, tout est en gravitaire jusqu'au poste de refoulement. Et le poste de refoulement, lui, il y a une pompe qui renvoie donc dans le réseau. Et du coup, ce qui permet de monter donc jusqu'à la station de Liffré. Bon, je pense que ça transite par des postes. Hein. Il y a un autre poste sur Liffré, au niveau de Sévailles, qui lui, pareil, réinjecte en direction de la station. Voilà. Et la station sur Liffré, on est en gravitaire aussi sur une grande partie du réseau. Voilà. Donc là, c'était l'assainissement. Est-ce que vous avez des questions ? Et donc, du coup, il nous reste à voir donc, le RPQS pour la prix et la caisse. Oh, pardon. Bah, tiens. Voilà. Donc, pour l'eau, cette fois-ci. Heureusement que c'est pas une photo. Oui, heureusement que c'était pas une photo de moi. Oui. Moi sur la plage. Non. Donc, prix et qualité du service de l'eau publique, de l'eau potable. Donc, voilà. Alors. Tiens, c'est marrant, ça fonctionne pas. Ah, ça y est. Voilà. Donc l'organisation de la distribution de l'eau. Donc l'eau est gérée par plusieurs distributeurs. Donc on a en janvier 2019, c'est géré par le syndicat de la vallée du Couesnon, le syndicat Val d'Isée, une partie, je vous parle de ça pour l'ensemble du territoire de Liffré-Cormier Communauté, hein, et une partie donc par le SIE de Saint-Aubin-d'Aubigné, et nous, RC, on est géré donc par le SIE de Saint-Aubin-d'Aubigné. Donc au 1er janvier 2020, on a intégré donc l'ensemble sur le Ciméval reste en partie pour la Bouexière, pardon. Et donc du coup, Liffré-Cormier assure la compétence distribution sur le territoire, sauf les communes de la Bouexière qui restent sur le Ciméval et Mézières-sur-Couesnon qui reste sur le SMPBC. Voilà. Donc ça, les distributeurs. Donc depuis le 2 février 1995 et la loi Barnier, donc on a donc la mise en œuvre de ce rapport qui est tout aussi obligatoire que celui sur l'assainissement. On a un objectif de transparence et d'amélioration du service. Et donc on doit également donner l'origine des données et la gestion du service. Donc le service est exploité donc par la SOR, là encore. Là, vous avez donc les résultats du contrôle réglementaire sur l'eau distribuée. Donc, en 2019, du coup, vous avez les différents syndicats et le nombre de prélèvements et la conformité des prélèvements. Donc, pour le SIE de Saint-Aubin-d'Aubigné, donc, on a eu 27 prélèvements et tous étaient conformes à 100%. Il faut savoir que en 2018, donc sur le département d'Ille-et-Vilaine, donc on avait une conformité à 99,95% de la bactériose sur la distribution de l'eau. Les résultats du contrôle réglementaire sur l'eau distribuée.
Donc, je suis désolée, hein, c'est très technique, mais donc on a des teneurs moyennes en nitrate qui sont données par un arrêté et des teneurs en pesticides qui sont également donc, données par arrêté. Là, sur le SIE de Saint-Aubin-d'Aubigné, on voit qu'il y a juste des traces donc, de pesticides. Et donc, pour les nitrates, on est à 23,9 alors que la limite, c'est 50 mg. Voilà. Donc, les caractéristiques techniques du service. Donc, Saint-Aubin-d'Aubigné regroupe 5696 abonnés, plus 2,4% par an en moyenne. Ça fait 13 000, c'est un territoire de 13 000 habitants. C'est 478 186 mètres cubes consommés. C'est en moyenne 1,9% d'augmentation par an. Et c'est 274 km de réseau hors branchement. Et vous avez donc à titre de comparaison donc, l'ensemble des autres caractéristiques pour les autres syndicats. Donc vous voyez là par exemple pour l'IFRE, on a 3756 abonnés, plus 3,5 par an en moyenne, 7700 habitants, 371 000 mètres cubes de consommés et 107 km de réseau. Donc nombre d'abonnés par kilomètre de réseau, on arrive à 28, donc ce qui est plutôt bien dans la moyenne. Et une consommation par litre par habitant par jour de 135. Ouais. Voilà. Donc les indicateurs de performance, en fait c'est le rendement sur le réseau, c'est les fuites éventuellement. Donc sur le syndicat de Saint-Aubin-d'Aubigné, on arrive à 85,5% de rendement, donc ce qui nous fait donc 1,1 m3 par kilomètre par jour de perte. Et on a une connaissance du réseau de 120. C'est le fameux indicateur que je vous indiquais tout à l'heure pour l'assainissement, qui est valable aussi pour l'eau potable. Et on arrive à un taux de renouvellement du réseau de 1,04. Donc le taux de renouvellement, c'est les travaux qu'on va faire pour changer des canalisations. Donc sur le SIE de Saint-Aubin, on est à 1,04. Sur le Saint-Aubin-du-Cormier, on est à 0, vous voyez. Sur Val d'Isée, on est à 0,63 et sur l'IFRE, on est à 1,35 par exemple. Voilà. Donc le rendement du réseau, donc la moyenne sur le département est de 87,1. Donc nous, Saint-Aubin-d'Aubigné, on est à 85,5, donc légèrement en dessous de la moyenne. Le taux de renouvellement sur le département est de 0,93 et donc nous on est à 1,04, donc légèrement au-dessus. La tarification, donc la composition en fait du prix de l'eau au 1er janvier 2020. Donc on a une part exploitant, donc une part fixe ou un abonnement qui se situe entre 17,79 et 37,05 et une part proportionnelle donc liée à votre consommation pour des consommations inférieures à 200 m3 entre 0,9 et 1,12 le mètre cube. Donc pour la collectivité, la part fixe oscille entre 25 et 58 et la part proportionnelle à la consommation entre 0,55 et 0,64. Les taxes et redevances, donc sur la ressource en eau, on est entre 0 et 0,3 du mètre cube. La pollution domestique, 0,30 par mètre cube. Le fonds de concours SMG 35 à 0,17 par mètre cube. La TVA est à 5,5. Donc, pour 120 mètres cubes de consommés, vous êtes donc à 361,31 € sur le SIE de Saint-Aubin-d'Aubigné, avec un prix théorique de 3,01 € du mètre cube, ce qui fait une évolution du prix sur 10 ans de plus 13%. Sur Saint-Aubin-du-Cormier, on est à, en moyenne 272,54 €, donc 2,27 € du mètre cube. Enfin, vous voyez, il y a des grandes disparités. C'est pour ça qu'on essaye d'harmoniser, qu'on a engagé un travail d'harmonisation sur l'IFRE Cormier. Voilà. Parce que plusieurs communes, enfin toutes les communes ne payent pas le même prix de l'eau.
Donc le prix théorique du mètre cube sur le département est en moyenne à 2,35. Donc Saint-Aubin, vous voyez, on est très au-dessus, on est à 3 €. Et l'évolution du prix sur 10 ans, donc sur le département, on est à 10,67%. Et Saint-Aubin, on est à plus 13,1%. Donc là aussi, très au-dessus, quoi. Donc, recettes et financement des investissements, donc recettes, amortissement, dettes et travaux. Donc, les recettes de la collectivité pour Saint-Aubin s'élèvent à 534 000. On a des dettes de 155 000 €, un amortissement de 276 000 et des travaux payés de 677 000. Donc, si on compare par exemple à Saint-Aubin-du-Cormier, on est à 105 000 en recettes collectivité, un encours de dette à 66 000, des amortissements à 57 000 et des travaux de 5 000. Donc là, c'est pareil, il y a des très grandes disparités entre toutes les communes. Donc les recettes par kilomètre sur le réseau, donc en moyenne sur le département, s'élèvent à 2 510 €. Donc Saint-Aubin-d'Aubigné est à 1 952, donc c'est très en dessous. Endettement par abonné, donc sur l'Ille-et-Vilaine, en moyenne, on est à 65 €. Et on est à 27 € pour Saint-Aubin-d'Aubigné. Voilà. Alors qu'on est, excusez-moi, je reviens, à 496 sur le SIE de Val d'Isée. Donc Val d'Isée, c'est comment c'est en 2019, c'était Livray-sur-Changeon, Dourdin, donc c'est pas négligeable, quoi. Donc voilà. Pour en savoir plus, donc il faut savoir que ces RPQS donc, sont transmis à l'Observatoire des services d'eau potable. Et vous avez donc le site ici, smg35.fr. Ce sont des données qui sont obligatoires, qu'on doit impérativement transmettre. Voilà. Il faut l'approuver. Oui, il faut les approuver. Donc je dois m'abstenir peut-être, non je ne sais pas. Bon, on va partir du principe que oui. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Sur les montants qu'on voyait juste avant, là, on a l'impression quand même que ce sont les collectivités qui entretiennent le mieux leur réseau, qui ont aussi les tarifs les plus chers. C'est peut-être aussi explicable, non? Oui. Parce que pas entretenir son réseau, ça aura un coût un jour. Hein. Ah ben, pas entretenir son réseau, à un moment, tu vas le payer. Ouais. Voilà. Tu vas le payer, il y aura de la casse, il y aura... Donc, il faudra remplacer, il faudra tout changer. Donc, forcément, tu vas le payer. Questions? Remarques? Là, dans le travail qu'on fait d'harmonisation des prix en ce moment à Livray-Cormier, on prend en compte aussi le taux de renouvellement des réseaux, parce que tous les ans, il faut prévoir un renouvellement des réseaux, que ce soit en assainissement ou en eau. Donc, du coup, il y aura un taux qui sera identique pour toutes les communes. L'harmonisation, sur 5 ans. Sur 5 ans, ce sera complètement harmonisé. Mais je pense que je pourrais vous présenter ça d'ici fin du premier semestre 2021. Bon, on passe à l'approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'approbation de ce rapport tel qu'il vous a été présenté? Des abstentions? Je m'abstiens, moi, du coup. Ouais, on va... Isabelle s'abstient, comme elle est conseillère déléguée à l'assainissement. Bon, on va... Bah non, du coup. Non. C'est pas la même chose. Je ne participe pas au vote. Oui, tu participes pas au vote. Ouais, non, je ne participe pas au vote. Donc voilà, donc il y a Unanimité moins 1. Oui, voilà. Point suivant, l'approbation du transfert d'une part de la compétence énergie et de la mise à jour formelle des statuts de Livray-Cormier Communauté. Alors, voilà, beaucoup de conseils municipaux sont des conseils techniques, hein, où en fait il y a des décisions qui sont prises à Livray-Cormier, ces décisions déroulent ensuite sur les communes, sur toutes les communes qui doivent adopter les choses pour que Livray-Cormier puisse faire correctement les choses.
Alors là, on travaille depuis quelques mois, à notre niveau en tout cas, depuis quelques mois et depuis un peu plus longtemps au niveau de l'IFRE-Cormier et des communes, sur le transfert de compétences enfance-jeunesse. La communauté de communes a des compétences qui sont transférées par les communes. D'accord ? Donc on a parlé déjà de la compétence assainissement qui a été transférée. La compétence enfance-jeunesse pour les temps extrascolaires est transférée. Et le travail continue toujours malgré tout. Il faut savoir qu'avant, les compétences, il y avait des compétences obligatoires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discussion possible. La compétence est forcément transférée aux communautés de communes. Il y avait les compétences optionnelles et il y avait les compétences facultatives. Pourquoi je suis aussi grand que ça ? Comme pour beaucoup de choses, il y a des choses qui changent. Et donc, c'est étonnant ça. Pourquoi c'est comme ça ? Ouais, on va le faire comme ça. Et donc, là, il se trouve que les choses ont un petit peu changé dans le sens où maintenant, la notion de compétence optionnelle n'existe plus. D'accord ? C'est intégré à la notion de quoi ? De compétences, des compétences supplémentaires. D'accord ? Il n'y a plus de compétences optionnelles maintenant, il y a les compétences obligatoires et les compétences supplémentaires. Donc ça a induit au niveau de l'IFRE-Cormier la nécessité de changer les statuts. Et comme on fait partie de l'IFRE-Cormier, si l'IFRE-Cormier change ses statuts, forcément on doit approuver les changements de statut. Donc ce qui vous est proposé ici, là, c'est donc d'approuver la modification formelle des statuts entre compétences obligatoires et compétences supplémentaires afin de se conformer à la loi du 29 décembre 2019. Donc en fait, on nous demande d'approuver ce que la loi nous impose. Il vous est également demandé... Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'IFRE-Cormier souhaite le transfert de la compétence à la communauté de communes de la compétence soutien aux actions de maîtrise à la demande d'énergie qui permet la création et la gestion de chaufferies multi-énergie à prédominance d'une énergie renouvelable avec réseau de chaleur et alimentant au moins un site appartenant ou géré par la communauté de communes. Donc la communauté de communes souhaite acquérir cette compétence et la communauté de communes souhaite également acquérir la compétence en matière de soutien aux actions de maîtrise à la demande d'énergie pour la création et la gestion de centrales photovoltaïques lorsque l'installation est réalisée sur un site appartenant ou géré par la communauté de communes. Donc ce sont des compétences qui clairement ne pourront pas être exercées par la commune. Il faut une certaine empreinte pour pouvoir exercer ces compétences-là. Et donc la communauté de communes souhaite reprendre ces compétences. Et donc il vous est demandé d'approuver le transfert également de ces deux compétences-là à la communauté de communes. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc je propose au vote d'approuver la modification formelle des statuts entre compétences obligatoires et compétences supplémentaires au titre de la loi du 29 décembre 2019, d'approuver le transfert au profit de l'IFRE-Cormier de la compétence soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et d'approuver le transfert au profit de l'IFRE-Cormier de la compétence en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie pour la création et la gestion de centrales photovoltaïques lorsque l'installation est réalisée sur un site appartenant ou géré par la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. On peut peut-être préciser juste le photovoltaïque, par exemple. Là, actuellement, il est installé sur l'aire multimodale à Saint-Aubin-du-Cormier. Il y a une aire qui a été construite par l'IFRE-Cormier Communauté qui va accueillir donc, le réseau Bresgau, une aire de covoiturage. Et donc, du coup, tout est alimenté en photovoltaïque, par exemple. Pour le réseau de chauffage urbain, puisqu'il s'agit de ça après, ça va alimenter le CMA, la piscine, la nouvelle piscine de l'IFRE par exemple. Et ils réfléchissent aussi à élargir le réseau de chauffage urbain à la cantine scolaire, le restaurant, voilà, c'est des possibilités. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, on a déjà voté, des abstentions. Merci. Je vous remercie. Ah, mais elle m'a interrompu, alors j'ai perdu le fil.
Mais la précision était intéressante. Alors, on ne va pas le mettre en vote en délibération, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a besoin de réfléchir, de structurer, suite à la démission de Paul. Bon voilà, depuis quand on a pris nos fonctions, on était parti sur un bureau constitué de 4 adjoints, 2 conseillers délégués, avec Monique un portefeuille conséquent intégrant l'enfance-jeunesse, mais avec, pour l'épauler dans la charge, normalement, Marie, au poste de conseillère déléguée à l'enfance-jeunesse. Il apparaît clairement, avec le retour d'expérience, avec les besoins qui émanent de ce service, qui avait un gros besoin d'accompagnement, on peut peut-être dire qu'il était en souffrance, je ne sais pas, un petit peu par certains côtés. Oui. Il y avait un gros besoin. Ouais, une équipe qui dit clairement. Voilà. Pendant quelques années. Et donc, du coup. Beaucoup de RH aussi sur ce service. Et beaucoup de RH. Il y a eu la crise Covid. C'est quand même un service qui emploie 12 salariés. D'accord. Donc c'est important, avec des gens qui ont des contrats. L'appel souvent à beaucoup de contrats temporaires pendant les vacances. Beaucoup de RH, des gens qui étaient souvent. Qui pouvaient être forcément quand il y a plus de monde, il y a plus de malades, il y a plus la complexité beaucoup de femmes. Voilà, on va pas mal de gens jeunes, des femmes. Donc on a eu un certain nombre de congés maternité, donc à chaque fois des remplacements, des départs, des retours, et donc beaucoup de travail. Et comme Marie ne prend pas trop les choses à moitié, elle y consacre beaucoup de temps, et c'est vrai que du coup il apparaît quand même nécessaire que le poste qu'il y ait un adjoint à l'enfance-jeunesse, en titre, ce qui permettrait aussi à Marie de bénéficier aussi de tous les avantages en crédit de temps dont bénéficient les adjoints. Donc voilà. Ce qui va vous être proposé rapidement maintenant, ultérieurement, lors du prochain conseil, très probablement, justement, ce sera de refondre un petit peu le format adjoint conseiller délégué de manière à intégrer Marie comme adjointe à l'enfance jeunesse. Alors c'est une élection, donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre est intéressé, il pourra se présenter. Marie pourra lui présenter le topo, lui ou elle, et pour voir si vraiment après il y a toujours envie. C'est clairement un poste qu'il a. C'est peut-être un des plus chronophages. Paul mangeait beaucoup, Nathalie a beaucoup de travail aussi, mais l'enfance jeunesse, c'est presque au jour le jour, Et avec beaucoup de réactivité nécessaire. C'est que quand il y a des soucis, il y a des soucis avec les enfants, il y a des soucis avec le Covid, il y a des soucis de cantine, de trucs, de centres de loisirs, d'espaces jeunes. Il faut être réactif. Et donc, je pense sincèrement que ça se justifie. Après, c'est une délibération, donc on peut aussi, et c'est aussi un petit peu l'objectif là, c'est d'en échanger, d'échanger sur le sujet. S'il y a des gens qui souhaitent donner des avis sur l'affaire, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. D'accord ? C'est pas une délibération là, c'est juste une discussion. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Donc, je peux compléter en disant que, en fait, avec le transfert de compétences à l'Interco, on avait imaginé que ce serait plus léger. Alors, ce sera peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais pour le moment, on mange un maximum en termes de travail, de préparation, parce qu'il faut uniformiser la question du tarif, il faut réfléchir par rapport à l'équilibre au niveau du budget
on est en train de fournir un gros travail pour l'évaluation des tarifs. On peut en parler comme ça en 2 secondes, on va pas trahir de secret du tout, mais dans le cas du transfert de compétences enfance-jeunesse, ce qui va se passer, en premier lieu, c'est la première conséquence, c'est que ça va être pour la tarification. Jusqu'à présent, les tarifs enfance-jeunesse étaient soumis aux quotients familiaux sur RC, mais sur 4 tranches. Et le travail qui a été fait au niveau de la communauté de communes, un travail d'uniformisation forcément à l'échelle des 9 communes, donc il y a eu un gros travail fourni par les services, mais le but étant de converger vers une même tarification, a conduit à appliquer des 9 tranches. Et donc du coup, quand on applique 9 tranches, eh bien la question après c'est qu'est-ce qu'on met en face de ces 9 tranches. Donc il y a des choses que il y a des tarifs qui vont être faits à l'échelle de la communauté de communes, tous les tarifs d'enfants jeunesse pour la période des vacances. Les problématiques actuelles c'est ça, c'est que pour le moment la communauté de communes elle passe à 9 tranches pour la période des vacances scolaires. Elle a défini pour ça des tarifs, la commune gardant à sa main la cantine. Mais la cantine les mercredis et le temps périscolaire. Mais du coup, s'il y a des tarifs et 9 tranches pour les vacances, forcément la réflexion est qu'est-ce qui se passe pour le reste du temps. Pour le moment, on est parti clairement sur on adopte les 9 tranches pour tout le temps. On ne va pas faire deux politiques de tarification en fonction de la période. Au niveau logiciel, et pour la compréhension des familles, ce ne serait pas simple pour assurer le suivi. Mais une fois qu'on applique les 9 tranches, est-ce qu'on prend les mêmes tarifs que l'IFRE-Cormier ? Est-ce que quand on applique les 9 tranches, est-ce qu'on garde les mêmes tarifs repas ? Et c'est là qu'interviennent les fichiers Excel, les tableaux croisés dynamiques et ainsi de suite. C'est que la première simulation qui a été faite sur toute la tarification 2018-2019 a consisté à dire on transpose les tarifs sur 9 tranches et on voit ce que ça donne. Je crois que c'est sur la cantine, on perd 3 000 €, sachant qu'en plus, du coup, les tranches les plus basses sont tarifées au même prix que des familles qui sont 3 tranches plus haut. Donc en ce moment, on est en train de faire un travail de simulation de tarifs, essayer pourquoi pas de baisser les tranches les plus basses. Mais si on perd déjà 3 000 € alors qu'on ne baisse pas les tranches, du coup, ça veut dire essayer de réévaluer, de lisser, de rendre progressifs tous les tarifs pour essayer tout en essayant de mesurer les conséquences sur les familles. Donc on est en train de simuler sur une année scolaire déjà écoulée ce qui se passe quand on fait telle ou telle chose. Quand on applique 10 centimes de plus ou de moins sur un tarif, quel est l'impact pour la commune, quel est l'impact pour chaque famille en fonction du nombre d'enfants, Donc c'est des tableaux qui sont assez... ça fait un beau classeur Excel. Donc voilà, c'est la problématique actuelle qui vient en surplus de tout le reste, quoi. D'accord ? Donc peut-être qu'après, effectivement, ça allégera le travail, mais pour le moment, voilà. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas à la bourre par rapport aux autres communes. À chaque fois qu'on en discute, il apparaît qu'on est quand même bien en phase. Donc voilà. Donc naturellement, la compétence enfance-jeunesse, Monique a pour le moment l'enfance-jeunesse dans ses délégations. Donc forcément, quand il s'agira de procéder à ça, on enlèvera la délégation enfance-jeunesse à Monique, c'est Marie qui l'aura. Et voilà, ça équilibrera la charge de travail. Je pense que ça simplifiera le travail aussi et le positionnement de chacun. Des questions ? Des remarques ? D'autres vraiment ? Non ? Voilà, on en reparlera rapidement. Mais il y a un formalisme à respecter. Il faut savoir que pour les adjoints, il faut un homme, une femme. C'est obligatoire. Il y a c'est assez strict. Et on ne peut pas y déroger. Pas de possibilité. Je crois que c'est le dernier point en délibération. Il y a l'approbation de la convention de refacturation de la mise à disposition des bâtiments pour l'exercice de la compétence enfance-jeunesse. Bon, c'est la conséquence aussi de ce qu'on vient de dire. Dans le cadre de la compétence enfance-jeunesse, la communauté de communes va occuper des locaux, va utiliser des locaux de la commune. Ce qui est précisé là dans la petite introduction, c'est que
Le conseil communautaire a validé la modification statutaire au titre des compétences facultatives. Donc, elle récupère la création, la gestion, l'aménagement des accueils de loisirs sans hébergement pour les petites et grandes vacances et la création, la gestion, l'aménagement et l'entretien des espaces jeunes. Mais il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui sont attachés à la date du transfert des dispositions. Voilà. Non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Attendez, je cherche l'article parce que j'ai tout mis. C'est la délibération standard. Voilà. Entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert. Donc ça veut dire qu'on met à disposition de la communauté de communes nos bâtiments et nos locaux au titre de l'exercice de cette compétence. Mais il faut bien se dire qu'à un moment donné, la mise à disposition de ces locaux, même si elle se fait de manière gratuite, entraîne des charges. Charges en eau, charges en entretien, charges au titre des vacances scolaires. Et donc, la commune refacturera à l'IFRI-Cormier un certain nombre de ces charges. Donc il y a eu un travail en début de mandat, là, avant les vacances. La question c'était combien coûtent nos bâtiments pour les périodes extrascolaires, en électricité, en eau, en entretien. Alors en électricité, en eau, si c'est le centre de loisirs, c'est relativement facile. Quand c'est l'espace jeune qui se trouve intégré à la salle des sports, c'est déjà moins amusant. Quand c'est l'école maternelle, la salle de motricité qui est utilisée pendant les vacances, à déterminer les coûts d'entretien, la part des coûts d'entretien liés aux vacances. Alors il y a des calculs en fonction des superficies, du nombre d'heures. On a passé quelques heures à essayer de trouver un résultat le plus optimal possible, sans trop se tromper si possible. On était régulièrement relancé par la communauté de communes et on avait l'impression qu'on avait des métros de retard. Et quand on a donné nos résultats, on a découvert qu'on était juste la deuxième commune à avoir donné tous les calculs, donc on était rassurés. Et donc voilà. Donc il y a une convention que je vais devoir signer pour établir ces relations avec la communauté de communes. D'accord ? Elle vous a été envoyée en document pour préparer le conseil. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de valider la convention de refacturation et de m'autoriser à la signer. Alors je l'ai en stock, cette convention. Bon, c'est un petit peu ce que j'ai résumé. Elle est établie pour une durée de 3 ans. En fin d'année civile, on réévalue les modalités de répartition des frais de fonctionnement en fonction des périodes scolaires, pas scolaires. Il y a des clés de répartition qui sont utilisées, c'est le nombre de jours utilisés et le cas échéant, la superficie utilisée si le bâtiment est mutualisé. Alors ça marche bien pour du ménage, mais pour de la consommation dans une salle des fêtes, là, le calcul à la superficie, je ne suis pas sûr qu'il soit facile à réaliser. Donc on a fait voilà. Et des moments ça a été un petit peu dans le sens du vent. On essaye d'estimer combien coûte la consommation des toilettes des jeunes quand ils vont aux toilettes dans la salle des sports. Voilà. Il faut rentrer dans tous ces détails-là à un moment donné. Et la facturation s'effectuera par trimestre avec une part fixe calculée en fonction des coûts de l'année N-1 et puis une part variable liée aux interventions des agents pendant l'année. Et chaque fiche trimestrielle est établie par la commune sur la base des renseignements envoyés à l'IFRI-Cormier. Voilà. Et voilà, les charges liées au fonctionnement de la LSH, ça va être les fluides, chauffage, eau, électricité, les frais de téléphone et Internet, les frais liés au ménage, les frais liés à l'entretien technique du bâtiment, au contrôle et à la maintenance. Alors ça, c'était compliqué parce qu'à l'heure actuelle, les services techniques ne sont pas en mesure de nous dire combien d'heures ils interviennent par an sur l'école. Voilà, il y a des communes où ça s'instaure. Il y a des communes où, quand un agent intervient quelque part, voilà, c'est noté, on sait qu'on est intervenu. Là, nous, on n'a aucune trace de tout ça. Donc, c'est assez compliqué, du coup, d'évaluer le coût lié à l'entretien technique, en particulier quand c'est mutualisé. Les frais d'entretien des espaces verts et les frais d'assurance. Voilà ce qui va être négocié. Donc, bon, voilà, c'est un résumé. Ce qui vous est proposé, c'est donc de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Enfin, questions, remarques, peu importe. Non? Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à m'autoriser à signer cette convention? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie.
On a fini le corps principal du conseil. Je vais vous faire état, ou Eric va vous faire état de certaines je vais le dire puisque c'est mes délégations. Vous m'avez donné un certain nombre de délégations lors de mon élection. Je dois faire état des décisions que j'ai pu prendre dans le cadre de ces délégations. Alors je vous les donne. Habituellement, c'est des logements. C'est quand ce qu'on appelle les DIA, quand on ne fait pas jouer le droit de préemption. Bon, là, j'ai souhaité vous faire état de ça parce que c'est dans le cadre de mes délégations. On a signé la ligne de trésorerie. Je vous rappelle qu'on a réussi au mois de septembre ou octobre à négocier une ligne de trésorerie de 200 000 € auprès du Crédit Agricole, qui nous avait bien expliqué que c'était très exceptionnel parce que normalement c'est 10%, eux ils pratiquent 10%, et que très exceptionnellement on a réussi à obtenir 200 000 €. L'objectif c'est pas de la consommer, c'était surtout de nous donner, là on entame une période de 3 ou 4 mois où on n'a pas d'historique nous, puisque quand on est arrivé, les dépenses, il y avait tellement de factures impayées que en fait tout le début d'année n'était pas considéré comme normal en termes de facturation et de paiement de mandat et ainsi de suite. Et comme c'est la période où la plupart des recettes ne sont pas encore rentrées, il y a une période de 3 mois là qui est qui peut être un petit peu tendue. Et comme je ne veux pas retrouver une situation où il y a des factures impayées, en fait on a demandé au Crédit Agricole d'augmenter un peu notre ligne de trésorerie si c'était nécessaire, de manière à avoir de la marge un tout petit peu. Donc ça nous a été autorisé, et cette ligne de trésorerie, on l'a signée. Par contre, ma résolution, c'est que, alors qu'habituellement la ligne de trésorerie, elle était signée un jour et elle était quasiment automatiquement consommée, je ne vais pas dire le lendemain, mais dans les jours suivants, et elle était consommée pour toute l'année, c'est-à-dire qu'elle était remboursée le dernier jour possible. C'est pas le rôle d'une ligne de trésorerie, ça. Une ligne de trésorerie, on l'utilise comme une réserve ponctuelle qu'on doit... Quand il y a un petit besoin, hop, on prend un peu, on rembourse quand on a les recettes correspondantes, ça évite de payer des frais financiers importants, et ça indique aussi une gestion de notre trésorerie, une vraie gestion de notre trésorerie. Là, on est parti pour essayer de faire ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de n'utiliser cette ligne de trésorerie qu'à bon escient et quand c'est vraiment nécessaire. On avait entamé cette démarche déjà en commençant à rembourser la ligne de trésorerie de l'année 2020 en avance de phase. Ça veut dire que dès que j'ai changé certaines pratiques avec Eric, on a changé certaines pratiques et dès qu'on a pu dégager certaines marges où on a rogné sur des marges de sécurité pour pouvoir rembourser la ligne de trésorerie, on avait remboursé 50 000 € au moment de l'été en changeant les marges de sécurité, de manière à aussi fournir un signal aux banques que on est en mesure d'essayer de gérer un petit peu mieux la trésorerie. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui nous ont permis d'avoir le prêt et la ligne de trésorerie. Et donc là, on va continuer dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a 200 000 € qu'on va débloquer 200 000 €. C'est clair. On continue à essayer de gérer, au moins pendant le mandat, mais cette année, c'est encore forcément une année de gestion serrée, de manière à dégager des marges qui nous permettront d'engager des choses dès la fin de l'année ou l'année prochaine. Deuxième chose, l'emprunt de 200 000 € a été signé. Quand on a négocié la ligne de trésorerie, on a aussi négocié un emprunt de 200 000 € auprès du Crédit Agricole sur 5 ans. On va dire les choses clairement, si on ne l'avait pas eu, on ne finissait pas l'année. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en cette fin d'année, il a fallu qu'on paye 62 000 € du terrain du Darro, il a fallu qu'on paye près de plus de 70 000 € de factures sur la Nozane. Et donc, à l'heure actuelle, de cet emprunt de 200 000 €, si on prend tout ce qu'on a payé au titre de cet emprunt qui a été pris sur la ZAC, et ce qu'il en reste à l'heure actuelle, concrètement, à l'heure actuelle, il en reste 14 000 €. D'accord ? Donc, il était indispensable. On a réussi à l'obtenir. Il est à un taux, vous avez vu, 0,21% révisable, extrêmement bas. Il est sur 5 ans et pendant 2 ans, on ne paye que les intérêts. L'objectif, je l'ai déjà donné et je le répète, c'est que dans 2 ans,
on rembourse cet emprunt. D'accord? On ne va pas, voilà, de manière à donner des signes aussi, pareil, aux banques, que ben, voilà, on arrive à rétablir un équilibre et qu'on est capable de mener un certain nombre de choses. Voilà. Et le but de le rembourser, c'est après d'en prendre peut-être d'autres pour mener d'autres projets. Mais de toute manière, dans 5 ans, il faut le rembourser. C'est un emprunt qui a été lié, c'est ce qu'on appelle un emprunt lotissement. C'est-à-dire que logiquement, on est censé le rembourser du jour où on a vendu tous les terrains. D'accord? On a des emprunts à l'heure actuelle qui sont comme ça, qui n'ont jamais été remboursés alors que les terrains avaient été tous vendus. Donc on traîne des emprunts qui sont comme ça. Et on a eu peur quand on les a négociés parce que la banque, à un moment donné, elle s'est arrêtée et dit « Ah, mais ça, c'est un emprunt lotissement. Vous ne l'avez pas remboursé. » On a eu un petit coup de stress. Parce que on s'était dit, si jamais ils nous le demandent, ben, on ne peut pas. Voilà. Au contraire, on a tout eu. Des choses à ajouter, Eric? Non, l'intérêt du différé de 24 mois, c'est bien entendu que si on est en mesure de le rembourser au bout de 2 ans, on aura juste payé les intérêts pendant 2 ans. On paye 100 €, un peu plus de 100 € par trimestre d'intérêt. D'accord? Donc, cette sécurité qu'on s'est donnée, elle ne nous coûte pas grand-chose. J'aurais pu les regrouper, mais c'est pas grave. Les signatures d'achat de terrain. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis passé chez le notaire pour signer 2 terrains d'Anosane. J'aurais pas dû mettre les noms. Pour un montant, vous voyez, 38 592 € et 29 719 €. Donc ce qui fait 68 000 €, quelque chose comme ça. Donc c'est une ressource financière. Mais il ne faut pas perdre de vue que normalement c'est cette ressource financière qui est supposée aider à rembourser l'emprunt. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de les dépenser tout de suite en se disant yes, ça y est. Il faut continuer à garder la maîtrise de ce qu'on fait. Donc on a 2 terrains qui ont été vendus. J'ai signé également 2 compromis pour un terrain qui nous rapportera 40 359 € et un autre 25 650. Donc, probablement d'ici entre mars et juin, on va dire. Donc, on a ces ressources-là qui vont arriver. Et puis, on avait un terrain qui avait été signé en septembre. Donc là, on attend aussi. À chaque fois, il faut attendre les permis de construire, ça pour passer chez le notaire. Et il reste un terrain. Alors, il y avait au départ les maisons Mekik qui étaient intéressées, mais on n'a pas trop de nouvelles. Et quelqu'un d'autre nous a contacté, je crois que je ne sais plus quel promoteur, qui est intéressé par ce terrain. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils nous ont contactés, ça a débouché. Donc voilà, on a l'espoir que ce terrain-là, c'est le dernier. Donc on a l'espoir d'être débarrassé de cette charge associée au lotissement. Et dernier point, le réaménagement de prêt. Alors ça, c'est pas encore signé. On avait, tant qu'on y était, quand on a négocié la ligne de trésorerie, quand on a négocié l'emprunt, eh bien, on a essayé aussi de négocier un réaménagement d'un des prêts qui restait au Crédit Agricole. Eh bien, hop là, oui, je ne vais pas l'avoir là. On a obtenu satisfaction. Grosso modo, pour résumer, on doit le signer début février. Avant le début février. Globalement, forcément, ça entraîne des frais. Les frais vont être de l'ordre de 1 000 €, mais on va gagner 4 000 € au total. Donc, voilà. On a entamé la même démarche auprès d'une autre banque, mais là, par contre... Alors, en fait, même des 2 autres banques. Ouais, des 2 autres banques, pour le moment... alors, on les a rencontrés un peu plus tard. Donc, le Crédit Agricole a eu le temps d'étudier le dossier. Après, on avait rencontré donc, le CMB. Alors sur la quantité d'emprunts qu'on a encore en cours, on s'attache uniquement aux plus anciens qui ont des taux fixes élevés, sur lesquels on peut gratter quelque chose. Il y en a 2 qui sont en étude auprès du CMB, il y en a 5 auprès de la Caisse d'épargne. Alors ils ont tous, pas obligatoirement, des taux très élevés, donc c'est en considérant la somme qu'ils seront en mesure de nous proposer des réaménagements.
c'est à l'étude aussi bien, ils vont considérer que c'est pas intéressant de le faire. Ce qu'il faut, c'est les laisser travailler sur le dossier. Voilà. Et évaluer à chaque fois les frais que ça engage et les mettre en rapport avec ce qu'on va gagner, quoi. Tout simplement, comme vous le feriez vous à titre personnel. Donc voilà les choses qui ont été engagées au titre des délégations et les petites informations complémentaires. Est-ce que vous avez des... Il est 21h38, je pense qu'on peut clore le conseil.